Hello, hello, bienvenue sur mon podcast Grace Forever, le récit épique d'une grosse dans un monde un peu étriqué. Je m'appelle Samantha et je souhaite partager avec vous mon expérience de grosse et mes réflexions sur l'obésité. Au fil des épisodes, je vous parlerai de mes préoccupations de grosse, de femme, d'artiste, de créatrice. Je vous ferai part de mes coups de cœur, de mes colères, de mes rencontres, heureuses ou malheureuses, qui ont enrichi mon approche de la vie. Bref, de mes humeurs sur des sujets aussi variés que possible, mais toujours en résonance avec l'obésité. Hello, hello, bienvenue dans cet épisode numéro 10. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer ma diététicienne, Stéphanie Laboschka, qui m'aide depuis plus de 2 ans maintenant dans mon parcours de guérison. Bonjour Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous parler de votre parcours et de votre formation ? Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour Samantha. Donc, je m'appelle Stéphanie, je suis diététicienne depuis une dizaine d'années maintenant. D'accord. J'exerce en libéral, donc en cabinet libéral, et je suis spécialisée dans le surpoids, l'obésité et troubles du comportement alimentaire, on va dire au sens large. On va dire que mes prises en charge s'adressent à toute personne qui ont des difficultés dans leur relation à la nourriture. D'accord. Ma formation, c'est un BTS diététique de formation initiale que j'ai complété avec des formations sur le trouble du comportement alimentaire et notamment une concernant le surpoids et l'obésité qui est la formation du GROS, qui est le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Oui. Donc, c'est une formation qui dure 1 an et qui nous permet de construire une approche qu'on appelle là-bas l'approche biopsychosensorielle. Donc, je pense que c'est assez complet et assez Oui. évocateur de ce qu'on y fait. D'accord. Du coup, est-ce que on peut parler d'alimentation intuitive dans cette formation-là, ou c'est en fait ce qui découle ensuite de la formation du groupe de réflexion sur l'obésité et du surpoids? Alors, l'objectif, c'est effectivement de faire tendre nos patients vers une alimentation plus intuitive. Le terme alimentation intuitive, si je ne dis pas de bêtises, alors il est très, très utilisé maintenant. Oui. Je crois qu'il s'agit d'une formation américaine. Donc, je crois Oui. c'est déposé, hein, Voilà, cette c'est formation. labellisé. Ouais. Oui, donc on on va pas reprendre le mot, mais en tout cas, je pense qu'il y a de nombreux concepts entre les deux formations qui se rejoignent. Donc vous, finalement, vous n'êtes pas labellisé vous êtes diététicienne avec des influences que vous utilisez pour travailler sans vous labelliser, c'est ça? Exactement, donc je suis praticienne du GROS, avec la formation que j'ai effectuée. Ensuite, c'est vrai que je me sers de nombreuses choses, de nombreux outils, de nombreuses lectures, enfin, et de ma sensibilité personnelle que je mets dans les consultations, on va dire, de mes D'accord. convictions personnelles. Alors, comment se déroule un entretien quand on vient vous voir pour la première fois? Alors, souvent, quand un patient me contacte, voilà, le premier entretien, je vais souvent poser une question du type qu'est-ce qui vous amène ici voilà, ou que ce soit chez moi, dans mon cabinet en particulier, ou dans une consultation diététique plus généralement. D'accord. Voilà, ce qui me permet de voir un petit peu le motif, ce qui a motivé la consultation et Oui. de voir si la personne vient pour une approche comportementale de l'alimentation ou si c'est le hasard. Déjà, ça me permet de voir un petit peu D'accord. euh, et de savoir de ce que je vais devoir peut-être poser avec le patient pendant la consultation. Le premier entretien, en principe, c'est une conversation et je fais beaucoup parler la personne en face de moi pour la Oui. découvrir un maximum, pour comprendre son parcours, son histoire de vie, son histoire de poids. Tout ça fonctionne ensemble. Donc voilà, en principe, les premières consultations, les patients D'accord.
se livre beaucoup. D'accord. Et est-ce que la plupart du temps, les patients qui viennent vous voir savent déjà que vous êtes anti-régime, par exemple, ou est-ce que vous avez des patients qui viennent vous voir pour justement avoir un régime pour maigrir? On va dire que je dirais que la passion d'elle, c'est à peu près, on va dire, allez, maintenant 2 tiers, 1 tiers. On va dire que 2 tiers des personnes viennent parce que je suis anti-régime et que c'est des personnes qui ont un long parcours avec le poids et les régimes et qui veulent en finir. Donc, D'accord. on va dire ça pour 2 tiers des personnes et 1 tiers où c'est le hasard qui les a amenés à pousser la porte du cabinet. Et donc là, ils peuvent être un petit peu surpris Oui, voilà, de partir avec un régime. d'accord. Et donc, quoi qu'il arrive, vous ne donnez pas de régime ou vous pouvez justement vous adapter à certaines demandes ou comment vous faites alors du coup dans ces cas-là? Alors, quoi qu'il arrive, je pose vraiment le fait que les régimes sur le long terme, c'est, on va dire, selon les études, entre 80 et 95% d'échecs. Donc, même si la plupart du temps, hein, enfin dans beaucoup de régimes, en tout cas au début, ça marche à court terme, et bien sur le long terme, c'est l'échec. Et je le dis clairement dès la première consultation. Parce que mettre les patients en échec, c'est pas quelque chose que je m'autorise à faire, en tout cas. Donc, pas d'objectif de poids, je leur donne pas d'objectif de poids. Et j'essaye de les faire échapper de cet objectif, si je puis dire. Ouais, Euh, donc, non, je donne pas de. Quoi qu'il en soit, je donne pas de régime alimentaire. d'accord. Selon le motif de consultation, pour des pathologies particulières, au niveau digestif, je vais peut-être proposer ou orienter voilà, sur certains aliments qui vont faire mal au sens propre du terme, hein, à la personne. On serait vraiment dans des problèmes, des pathologies voilà, Oui, spécifique. gastro-entérologiques. Oui, 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 oui. Voilà. Mais sinon, pour tout ce qui concerne le poids, qui est quand même la plus grosse partie de ma consultation, on va dire, hein, les personnes, je dirais que 85% de mes consultations, c'est des personnes qui veulent perdre du poids, Oui, euh, qui d'ailleurs, je précise, hein, qu'il y a un IMC dans la fourchette normale, oui. comme on l'appelle, ou en surpoids ou en obésité. Voilà, ce n'est pas que des patients en surpoids ou en obésité qui viennent consulter pour la perte de poids. D'accord. Et du coup, le fait que cette approche ne donne pas tout de suite enfin, ne soit pas basée finalement sur la perte de poids, mais plutôt sur le comportement, si j'ai bien compris nos entretiens. Est-ce que c'est difficile pour justement pour les gens de changer un petit peu leur façon d'aborder leur corps, leur poids, leur alimentation? Et comment est-ce que vous les amenez justement à ne plus se focaliser sur le poids et sur la perte de poids en objectif premier? Alors, on va dire que les patients qui viennent sachant comment je travaille, ils ne sont pas trop surpris. La grosse surprise, c'est pour le tiers restant où voilà, ça va être voilà, beaucoup de discussions parce que c'est vrai que de repartir, enfin d'aller voir une diététicienne pour perdre du poids qui vous donne pas de liste d'aliments autorisés ou interdits, ou Ah, pas de quantité, pas de choses à faire ou à ne pas faire, à respecter ou à ne pas respecter. Enfin, ça perturbe un petit peu. Quels sont mes petits secrets pour faire je voulais passer le savoir. message? Excellente question, puisque ça, enfin, je dirais que ça se fait assez naturellement finalement. Il y a un gros travail qui est fait sur les croyances alimentaires, donc vraiment les croyances sur les aliments eux-mêmes, et sur ce qu'on pourra appeler un peu tout le côté sociologique qui est en lien avec l'apparence corporelle, les injonctions à mincir, pourquoi, comment on en est arrivé là, est-ce qu'on doit tout respecter. Enfin voilà, j'essaye de mener
l'entretien avec cette idée de faire réfléchir les personnes sur tout ça. Pourquoi on veut rentrer dans le moule, pourquoi on veut maigrir à tout prix, pourquoi on ne peut pas être en surpoids, pourquoi ce serait mal, Oui. pourquoi on devrait avoir qu'une seule morphologie d'acceptée ou d'acceptable, alors que c'est contre nature, on va dire, puisque la nature nous a tous dotés d'une morphologie différente. Oui. Il y a une diversité incroyable et que de toute façon, on ne pourra pas rentrer tous dans le même moule. Donc voilà, c'est un petit peu ces sujets qui vont permettre d'enclencher une réflexion et une alliance avec le patient parce que souvent, c'est des choses qui parlent. Voilà. Quand on a un petit vécu sur le poids et l'alimentation, ça parle beaucoup. Oui, oui, oui. Et quels sont les outils que vous allez proposer? Est-ce que ces outils-là, ils marchent pour tout le monde, quel que soit le nombre de kilos qu'on aimerait, entre guillemets, perdre? Les outils, alors il y a toute une diversité d'outils Ouais. que j'utilise ou pas selon les patients. Voilà, tout n'est pas, j'allais dire adapté, mais c'est pas le bon mot. Voilà, il y a des personnes, on va juste travailler avec de la conversation, de l'entretien, en fait, tout simplement. Oui. Euh, Où on va, voilà, avec des méthodes d'entretien pour faire naître des réflexions et pour pouvoir travailler les croyances, travailler la Alors, peur est-ce de que vous manquer, par pouvez, exemple. voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez donner des exemples un petit peu de justement de croyances que vous retrouvez régulièrement chez presque tout le monde? Ah, bah, les féculents font grossir. Ça, c'est une croyance qu'il faut absolument manger un petit déjeuner. Oui, Voilà, sinon, on va tous être en surpoids. Si on prend un petit déjeuner, donc il faut que ce soit un gros petit déjeuner, un déjeuner correct et un repas du soir très, les- très léger. Ça, c'est une belle croyance aussi, très, très véhiculée. d'accord. Qu'il faut manger beaucoup de légumes pour perdre du poids. Il y a quoi encore? Ça, c'est vraiment sur les aliments eux-mêmes. Après, on peut aller encore plus loin sur les catégories Catégorie voilà, d'aliments, oui. d'aliments. Enfin, voilà, mais les plus répandus, il y a aussi le sucre, hein, bien sûr. Le sucre, c'est très, 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 très porteur en ce moment. Donc, le sucre, il faut toujours, surtout pas en manger. On devient addict et on s'empoisonne en plus. Donc, ça fait peur. Donc voilà, c'est un peu, en gros, les croyances les plus répandues Oui, sur les aliments et sur les rythmes alimentaires. d'accord. Donc, ça va être de déconstruire ces croyances-là, finalement. Oui, oui, oui. Et quelquefois, on a des croyances dont on n'est même pas conscient. Enfin, moi, je sais que quand je suis venue vous voir, je vous avais fait après vous avoir dit que je ne voulais plus faire de régime, je vous avais fait toute une liste de choses que je ne mangeais pas. Et Mhm. en fait, je m'étais même pas aperçue que finalement, ce que je n'appelais pas des régimes était quand même des restrictions que je m'imposais. Donc c'est ça, c'est en fait d'arriver à faire prendre conscience aux gens que ces croyances sont des croyances, parce que quelquefois on ne sait même pas que ce sont, en fait on croit que c'est la réalité, quoi, tout simplement. Oui, ouais, vous avez tout à fait raison. Je me rappelle de cette, de cette liste d'interdits où voilà, ça peut être des choses qu'on a entendues, euh, qui sont véhiculées depuis très longtemps, que ce soit des fois dans l'éducation. C'est vrai que des choses qu'on va entendre depuis l'enfance, que je ne sais pas, tel aliment, faut pas le consommer parce que ceci, parce que cela, bah, on ne va pas vérifier l'information. On a toujours entendu ça, donc c'est que ça doit être vrai. Oui, Donc on fait ces croyances finalement deviennent les nôtres. d'accord. Alors du coup, est-ce que vous donnez des conseils alimentaires ou est-ce que vous donnez des outils qui sont à mettre en place dans la façon de cuisiner, dans la façon de faire nos cours? Alors ça peut dépendre des personnes. On peut. Alors je vais jamais.
donner, moi, des conseils à proprement parler. Par contre, des personnes qui seraient trop prises par le temps, avec pas de possibilité de cuisiner et qu'on se rend compte dans la discussion, ça fait partie d'une des valeurs de la personne de cuisiner pour la famille, parce que pour plein de raisons qui peuvent lui être propres. Oui. Euh, on va chercher ensemble comment elle pourrait faire. Mais il n'y aura pas d'obligation à le réaliser, c'est juste, voilà, dans ce cas-là, selon vous, comment vous pourriez tendre vers ce que vous voulez, mais sachant qu'il n'y a pas d'obligation et que de toute façon, ce ne sera pas parfait tous les jours. Donc, les conseils peuvent être à ce niveau-là. Par contre, je ne vais jamais dire cuisiner, utiliser telle huile ou tel truc pour cuisiner. Ou n'utilisez pas justement de gras pour cuisiner, je ne dirai jamais ce genre de choses. Je ne vais pas conseiller de cuire les choses à la vapeur. Enfin, Oui. je conseille au contraire de cuisiner avec du gras parce que c'est quand même meilleur. Ça permet aussi de diversifier nos plats parce Oui. que de cuisiner des légumes vapeur et de cuisiner un bon gratin ou voilà, c'est un gratin, j'entends avec du fromage dessus et de la crème, hein, Oui. voilà, un vrai gratin. Oui. Donc, voilà, ça va être différent et ça peut permettre quand même de diversifier notre alimentation, D'accord. selon moi. Donc, il n'y aura pas de conseils. Voilà, il y aura pas de D'accord. conseils. Donc pas de comptage de calories. Non. Est-ce que vous avez une balance dans votre cabinet? Est-ce que les gens veulent se peser? Non, et ben écoutez, je n'ai pas de balance dans mon cabinet. D'accord. Les gens ne veulent pas se peser. Depuis que j'ai mis du temps à l'enlever, hein. Une fois que j'ai eu fait ma formation du gros, je l'avais dans un coin et puis je l'utilisais pas avec tout le monde, mais quand même, on savait qu'elle était dans le cabinet. Et puis, il y a quoi? Il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, je l'ai enlevé totalement. D'accord. Et je me rends compte que les gens ne réclament pas de se peser. Et oui. Donc ça va tout à fait. Voilà, même les personnes qui ne sont pas au courant de la manière dont je travaille ne sont pas surpris plus que ça de ne pas avoir de balance dans le cabinet. D'accord. Et est-ce que c'est pas difficile quelquefois, parce que j'imagine que bah, vous aussi, vous avez dû déconstruire vos propres croyances. Je ne sais pas quelle est votre histoire en tant que mangeuse, en fait. Vous êtes diététicienne, mais vous mangez aussi, je crois. Oui, oui, je mange bien. Voilà. Et donc, est-ce que ça a été un travail sur vous-même aussi? Alors, si j'en suis arrivée, je pense, à pratiquer de cette façon-là, c'est que moi aussi, plus jeune, je suis passée par et, euh, et faisons donc un petit régime, essayons donc de perdre 2-3 kilos et voilà, le Oui. rapport au corps un petit peu difficile finalement, hein, d'essayer de rentrer dans les standards. Et Oui. je pense que c'est ce qui m'a conduit aussi à déjà réfléchir pour moi et comprendre que ça ne me rendait pas heureuse de fonctionner comme ça et que visiblement autour de moi, il y a plein de gens qui étaient malheureux de fonctionner comme ça aussi. Euh, donc j'avais déjà fait on va dire une bonne partie du chemin. Et la formation du gros est une formation qu'on vit. On fait l'expérience de cette formation, c'est-à-dire qu'on expérimente les choses sur nous-mêmes. Donc on travaille notre propre rapport à la nourriture. D'accord. Donc, autant vous dire qu'après 1 an de formation, Voilà, c'est toutes ça. les... j'étais en pleine forme et tout à fait au clair avec les croyances que j'avais pu avoir et pourquoi je les avais eues. C'est surtout ça, hein, ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir pourquoi on a des croyances, mais pourquoi on les a gardées aussi longtemps. D'accord. Et donc, vous n'avez pas de temps en temps des petits relents de, de- de croyances anciennes, je ne sais pas, de calcul, de contrôle, en fait, qui reviennent? Non, 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 le contrôle, il a été lâché il y a bien longtemps et c'est tellement agréable que non, je n'y retournerai pas. Mais il peut arriver, hein, surtout, voilà, moi je vous parle de mon expérience voilà, qui date d'il y a plusieurs années maintenant. Mais c'est Oui. vrai que si on fait le parallèle avec les patients, au tout début, quand on commence à se diriger vers un autre rapport à la nourriture, à essayer de lâcher le contrôle, hein, parce que finalement, les régimes, c'est ça, hein, c'est une alternance de
je contrôle mon alimentation et après, je perds le contrôle. Oui. Euh, Je c'est... culpabilise parce que j'ai perdu le contrôle. C'est un peu une grande roue et c'est vrai que c'est difficile de sauter de cette roue, quoi, d'en partir. Ouais, c'est vraiment, à un moment donné, il faut casser le cercle vicieux parce que c'est vraiment ça. Hein, je contrôle, à un moment donné, pour X raisons, je perds le contrôle ou je relâche le contrôle. Je culpabilise forcément parce que c'est très mal ce que j'ai fait. Petit à petit, il peut se passer qu'on reprenne du poids. Et puis alors là, on repart sur une nouvelle crise de contrôle finalement, donc un nouveau régime, et on va boucler comme ça pendant des années si on ne casse pas ce cercle vicieux. Et c'est vrai qu'au tout début, de se dire bah, je casse le cercle vicieux et je lâche le contrôle, c'est difficile. Et pourtant, bah, la seule façon de s'en sortir, c'est de lâcher le contrôle, puisque tant qu'on essaiera de contrôler l'alimentation, il y aura des pertes de contrôle, donc des craquages, des lâchages. Chacun appelle ça comme il veut. Mais en tout cas, il y aura toujours une charge mentale énorme associée au simple acte de manger, quoi. D'accord. Et donc est-ce qu'il y a des petits exercices, des petites choses qui nous permettent, nous, en tant que patients, d'avancer un peu plus dans ce lâchage, justement, dans ce lâcher-prise et quels sont voilà, le genre d'exercices que vous proposez? Alors, comme je vous disais, je ne vais pas tout utiliser avec tout le monde et il y a des personnes avec qui j'en utiliserai aucun. Alors, quand je Ah parle oui, d'exercice, d'accord. vraiment d'exercice, on va dire, écrit, enfin, si on peut Oui, dire. Je propose souvent des petits carnets d'observation pour voir un petit peu finalement bah, mieux se connaître, quel mangeur on est. d'accord. Euh, donc, d'observer nos sensations alimentaires, d'observer nos envies de manger. Est-ce qu'on a faim ou est-ce qu'on mange par habitude? Est-ce que ce qu'on mange nous fait plaisir? Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Oui, Comment on finit le repas? Est-ce que au niveau de nos sensations physiques, on est bien à la fin du repas ou au contraire, on n'est pas très bien? Observer nos pensées aussi. Qu'est-ce qui trotte dans ma tête pendant que je mange ou après que j'ai mangé? Donc voilà, il y a tout ce petit exercice qu'on peut faire sous forme de cahier ou de carnet qui est souvent très utile parce que ça apprend vraiment à se connaître et à découvrir des choses sur nous. oui, Selon les patients, on va pouvoir travailler euh, la sensation de faim, par exemple, en particulier, d'apprivoiser cette sensation de faim, de la reconnaître, de savoir comment elle se manifeste, euh, quelle est ma bonne faim pour manger. On peut travailler la peur de manquer aussi, la peur de manquer qui est très, très présente chez les personnes qui font beaucoup de régimes d'accord. puisque forcément, quand on se met au régime, on est en état de privation. Donc, tous les aliments qu'on a retirés, en principe, c'est ceux qu'on aime le plus. Oui, Donc, quand on est à nouveau, quand on se les autorise à nouveau, euh, c'est très courant que de façon totalement inconsciente, on en mange un petit peu comme si c'était la dernière fois finalement. oui, ben oui. Voilà. Et c'est le fameux demain j'arrête, quoi. Donc voilà, donc on mange beaucoup le dimanche parce que le lundi, on va refaire attention. Donc voilà, c'est de travailler cette peur du manque et la meilleure façon de travailler la peur du manque, c'est de ne plus manquer et de savoir qu'on ne manquera plus. D'accord, d'accord. Et par rapport justement à l'image de notre corps, qu'est-ce que vous pourriez proposer à quelqu'un qui a du mal un petit peu à se voir tel qu'il est dans le miroir, justement, parce que ça, je pense que c'est souvent, il y a souvent un décalage, je trouve, entre ce que les autres, par exemple, voient de nous, des gens qui s'imaginent très gros alors que, bon, ils le sont pas, d'autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette image corporelle, cette comparaison qu'on fait toujours avec bah, tout nous mène à nous comparer, hein, les photos, le poids, la taille des vêtements, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ça, de ces comparaisons-là? Alors, c'est vrai ce que vous décriviez, c'est un peu ce qu'on appelait la dysmorphophobie. Il me semble que le terme a été réarrangé il y a pas si longtemps que ça, mais bon, c'est celui D'accord. qui est le plus connu. La dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas se voir comme on est. Oui. C'est quelque chose qui est très
très fréquent chez les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Le rapport au corps, ça va être un travail assez important parce que c'est souvent ce qui pousse les personnes à faire un premier régime, c'est de ne pas se sentir bien dans son corps ou de ne pas se voir tel qu'on est. Oui. Et après, on va voir selon les personnes. C'est pas forcément quelque chose qu'on va attaquer directement parce que le corps, c'est quelque chose de très intime, de très particulier. Et on D'accord. sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec l'alimentation ou avec le poids, qui, à côté de ça, ont vécu des choses très violentes, beaucoup de souffrance. Donc, on va pas forcément y aller frontalement, D'accord. mais on va le mettre, enfin, moi, je le dilue un petit peu dans chaque consultation, on va dire. Et on peut imaginer des exercices, mais les exercices seront vraiment pour se réconcilier avec son corps, en fait, hein. Oui. Ce sera vraiment selon les patients. Ça peut être de se reconnecter avec des massages, par exemple, de l'automassage aussi. Oui. Ça peut être de s'observer tel qu'on est, d'observer une partie du corps, une partie du visage, de trouver quelque chose qui va bien sur nous. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Alors, ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'est tout ce qui touche donc, aux troubles du comportement alimentaire. Donc, est-ce que les gens vous en parlent facilement ou est-ce que ça met du temps à sortir et comment est-ce que vous abordez ces troubles-là? Alors, les personnes en parlent quand même assez rapidement et bien souvent dès la première consultation, parce que je vais poser la question, hein. Très souvent, je vais aller chercher l'information D'accord. en montrant que j'ai pas peur de la réponse, finalement. D'accord. Donc, c'est quelque chose que je vais questionner selon les patients, hein. Après, Oui, voilà, oui. ça dépend de la personne en face de moi. Euh, Après, c'est vraiment, on va dire, du cas par cas, hein. Les prises en charge, elles sont vraiment individualisées par rapport aux patients. Bien souvent, quand on commence à diminuer les croyances alimentaires, à diminuer la culpabilité, ça va mieux. Mais il y a tout le travail émotionnel qui se fait à côté. Alors, soit de pair avec un psychologue, hein. Je travaille avec des psychologues aussi, donc vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Et les Mhm. personnes qui n'auraient pas ou qui ne voudraient pas de suivi psychologique à côté, on est aussi tout à fait à même de travailler les émotions avec l'alimentation parce que l'alimentation procure plein d'émotions Oui. et de faire remarquer aux gens justement dans le petit carnet dont je vous parlais tout à l'heure, Oui. ce petit carnet d'observation. On observe nos pensées, on observe aussi ce que ça nous fait de penser ça. On va observer que la culpabilité, on va observer qu'on a mangé parce qu'on se sentait triste, parce qu'il s'est passé tel ou tel événement. Donc, ça va être des éléments qu'on va récupérer, si je puis dire, en consultation pour en discuter. Pour en discuter et aller creuser avec le patient ce qui se passe à ce moment-là et pourquoi et comment. Donc voilà, on va travailler tout ça en lien vraiment avec la nourriture. D'accord. Ok. Est-ce que vous proposez, par rapport à l'activité physique, je sais qu'il y a aussi des gens qui font justement beaucoup de sport pour essayer de compenser. Souvent, là aussi, je pense que ce sont des croyances que faire beaucoup de sport fait maigrir. Et donc, est-ce que vous avez aussi ce genre de cas et l'approche que vous faites de l'exercice physique et du sport, voilà, comment ça se fait. Alors, j'ai la même idée pour l'alimentation que pour l'exercice, pour l'activité physique. Le nerf de la guerre, c'est le plaisir. Oui, Donc, comme on ne va pas mettre des choses en place au niveau alimentaire qui ne nous conviennent pas, qui ne nous plaisent pas, ou des aliments qui ne nous conviennent pas, on ne va pas mettre en place du sport qui ne nous plaît pas. On va essayer de trouver des choses des activités qui nous font vraiment, j'allais dire, ouais, vraiment vibrer ou vraiment plaisir. Donc, si c'est du yoga, c'est du yoga. Si c'est aller se balader en famille, c'est aller se balader en famille. Si c'est d'aller marcher dans l'eau quand la saison le permet, on marche dans l'eau. Enfin voilà, il n'y a pas de rythme imposé. d'accord. On sait que l'activité physique, certes, c'est intéressant pour le corps, mais c'est surtout très bon pour le moral Ah oui, ouais, ouais. quand on le prend du bon côté.
Parce que ce ne sera pas bon pour le moral si on y va avec l'idée de je vais faire du sport pour perdre 150 calories. Et est-ce que des fois vous êtes aussi obligé de convaincre les gens enfin les maris, les femmes, les enfants, la famille autour? Comment est-ce que ça se passe? Parce que quand on va voir quelqu'un comme vous et qu'on rentre à la maison et qu'on dit qu'on était parti pour voir une diététicienne pour perdre du poids et que on rentre en disant que on va pouvoir manger tout ce qu'on veut. Est-ce que, voilà, comment ça se passe avec l'entourage de vos patients? Elle est très marrante cette question parce que c'est vrai que ça revient souvent dans la deuxième consultation. En principe, les personnes me disent alors soit qu'elles sont reparties de là en me prenant un peu pour une folle, hein, ou alors que quand elles sont arrivées chez elles et qu'elles ont expliqué à leur entourage la consultation, l'entourage a fait mais c'est n'importe quoi. Comment ça, t'as pas de régime? Comment ça, tu peux manger ça? Mais ta diététicienne, elle te dit n'importe quoi. Moi, j'ai vu que, et on sait que. Donc, donc ça peut être assez drôle. Ouais, Plusieurs cas de figure. Donc, soit la personne a l'affirmation de soi nécessaire, en fait, pour dire, bah oui, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. En tout cas, j'ai envie de voir, de mieux comprendre comment je mange et pourquoi je mange. oui, Donc, c'est souvent ce qui se passe. d'accord. Euh, Soit s'il y a des difficultés, hein, je le dis, hein, enfin, si l'entourage, si le mari ou autre, ou le parent veut m'appeler pour que je lui explique la façon dont je travaille, bah, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Je suis ouverte à la discussion. Euh, et puis, euh, et puis ouais, ça se passe plutôt bien en principe, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui relâchent énormément en termes de charge mentale et qu'en fait, le bien-être qui en ressort se ressent à la maison. D'accord. Et donc, pour la prise en charge des enfants, c'est les parents qu'il faut convaincre en premier ou est-ce que non, finalement, c'est aussi le travail, il est vraiment en direct avec l'enfant, justement, comment, Je dirais que vous n'avez pas tort. Les parents sont souvent les premiers à convaincre. Alors à convaincre, encore une fois, on cherche pas, enfin, je cherche pas forcément à convaincre, hein, c'est de la discussion. Donc après, on respecte, on va dire, on respecte les choix de chacun, mais c'est vrai que c'est souvent des parents qui sont en restriction, qui imposent des restrictions à leurs enfants et qui font que les enfants prennent du poids petit à petit. d'accord. Et alors, donc finalement, c'est toutes les habitudes alimentaires et tout le rapport à l'alimentation de toute la famille finalement qui va évoluer avec la prise en charge de l'enfant. Bah, si ça se passe comme ça, c'est bien. Ouais, Ça se passe pas toujours comme ça. Euh, c'est vrai que c'est difficile hein, pour un enfant, il a les croyances de ses parents, donc oui, ça va être compliqué de le faire lâcher les croyances des parents. oui, Donc ça, c'est vraiment pour les plus jeunes. Et en principe, je vais plutôt discuter avec les parents et en principe, ça se passe plutôt bien. Après, il y a les adolescents où oui, là, je les vois, alors parfois avec les parents, mais la plupart du temps sans les parents. oui, Et là, c'est pareil, hein, je vais faire le travail avec l'adolescent en priorité parce que l'adolescent, c'est quand même le futur adulte. oui. Et qui part sans trouble du comportement alimentaire, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est un bon départ dans la vie que d'arriver à l'âge adulte sans souffrance par rapport à l'alimentation. Oui. Et, et souvent, j'ai une discussion aussi avec les parents, alors soit en fin de consultation, soit au bout de trois quatre consultations, j'ai un petit briefing avec les parents, un petit appel téléphonique ou autre, et je leur explique où on en est, ce qu'on fait. Mais les parents sont en principe au courant dès le début que on va travailler plutôt le comportement de leur enfant par rapport à la nourriture et pas nécessairement ce qu'ils attendaient de la consultation diététique en arrivant. D'accord.
OK. Et les changements, alors j'imagine que c'est variable aussi au niveau du temps que ça prend pour chacun de lâcher tous ces murs. Est-ce qu'il y a une moyenne qu'on peut dire ou est-ce que c'est vraiment super variable? C'est très variable. Après, alors, je me suis jamais lancée dans des statistiques. Je trouve que la culpabilité tombe quand même assez vite. Enfin, le trop-plein de culpabilité, il en reste un peu, hein, mais il y a quand même une grosse partie de la culpabilité qui s'effondre Oui, très rapidement parce qu'on a quand même réussi à lever pas mal de croyances. d'accord. Donc ça arrive quand même, je dirais, assez vite dans la prise en charge. Ensuite, il va falloir plus de temps parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est pas anodin et il y a quand même des causes derrière qui sont souvent importantes. D'accord. Donc, ça va se traiter petit à petit. Mais dans mes constatations, hein, encore une fois, je n'ai pas fait d'études là-dessus ni de, ni de stats, mais vraiment dans les constatations que je fais, c'est que au bout de deux, trois consultations, je parle beaucoup de charge mentale, mais c'est vrai que la charge mentale par rapport à la nourriture est quand même bien levée. Et D'accord. quand je dis charge mentale, c'est de pouvoir sortir au restaurant sans avoir besoin de faire 3 heures de sport ou de ne pas manger le lendemain, de pouvoir être invité chez des gens sans apporter son Tupperware. Enfin voilà, c'est des fois les patients ça partent, en Oui, sont arrivés à ce point-là en fait de plus pouvoir apprécier une sortie, une invitation sans qu'il y ait une culpabilité énorme ou sans chercher de stratégie pour compenser. Donc déjà quand on a ça en moins, il y a quand même beaucoup de patients qui le disent, hein, qu'ils vivent beaucoup mieux. bah oui, j'imagine. Et là, peu importe qu'ils aient perdu du poids ou pas, hein. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, développer? Peut-être une question que j'ai pas posée, voilà, un thème que j'ai pas abordé et qui est important dans votre métier. Alors, on a discuté de plein de sujets différents. Alors, c'est vrai qu'on pourrait en parler encore pendant des heures et des heures. Je dirais ce qui me semble important, c'est l'approche, ouais, que l'approche soit bienveillante envers le patient et on part du principe que c'est le patient qui décide là où il va aller, en fait. D'accord. Donc, on fait vraiment en fonction, enfin, moi, je fais en fonction du patient que tout va s'adapter à lui et que l'objectif, c'est le mieux-être. C'est pas, enfin, pour moi, l'objectif n'est pas la perte de poids. L'objectif, c'est vraiment que la personne se sente mieux. D'accord. Un accompagnement et non Ouais. pas, voilà, et non pas un concept d'autres injonctions que le patient doit suivre pour obtenir un résultat. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser ce que je pourrais préciser aussi, ce que vous venez de me dire vient de me le rappeler. Euh, on voit beaucoup de personnes qui, avec le développement de l'alimentation intuitive, voilà, il y a de plus en plus que ce soit de professionnels ou autres, qui parlent de tout ça, vont définir ça comme si c'était un nouveau régime, en fait, un nouveau moyen de perdre du poids. Et c'est pour ça que c'est important d'insister aussi là-dessus. C'est de se sentir bien. Oui, il y aura peut-être une perte de poids, mais peut-être pas. Et c'est d'être à l'aise, nous, en tant que professionnels là-dessus, et de pouvoir l'expliquer aux patients que Oui, il n'y aura peut-être pas la perte de poids escomptée. Par contre, la relation à la nourriture, elle sera meilleure et que le bien-être général sera présent aussi et va être augmenté. Mais oui, oui. voilà, Ouais, c'est pas un régime de plus. On fait pas le régime de c'est la ça. faim et de la satiété. Voilà, pareil, on ne lutte pas contre les envies de manger. On n'en a pas beaucoup parlé des envies de manger émotionnelles. Mais les envies de manger émotionnelles, c'est quand même un grand, grand pan de notre prise en charge. C'est juste de pouvoir faire en sorte que on comprenne que les envies de manger émotionnelles sont normales. C'est comme ça chez tout le monde parce qu'on régule, ça fait partie de nos systèmes de régulation naturelle. Et que si on lutte contre une envie de manger, on va craquer 2 fois plus derrière. Alors 2 fois plus, peut-être pas dans 10 minutes, hein, ça peut être dans 48 heures ou dans 3 semaines, hein. Oui, Mais derrière, on aura le retour du bâton à un moment donné.
Donc, lutter contre les envies de manger n'est pas utile. Donc D'accord, ça, c'est quelque chose d'important aussi. d'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et Bah, de rien, je vous souhaite une bonne journée alors. merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt.